Bonsoir. Donc ce soir, nous allons parler des adolescents. Ces êtres un peu étrangers, parfois à notre sphère de compréhension, nous, parents, enseignants, éducateurs au sens large du terme. Nous sommes face à des jeunes qui souvent arborent un air triste, sont fermés et surtout n'ont pas envie de répondre à nos questions. Nous avons l'impression qu'ils ont encore tout à apprendre, alors qu'eux affirment leur certitude. Bonsoir. Pendant plusieurs mois, adolescence, que nous nommons crise, va être un perpétuel questionnement. Que faire? Que dire pour ne pas provoquer de conflit? Madame de Denon, psychiatre au CMP, c'est-à-dire au Centre médico-psychologique de Montargis, va nous apporter des éléments de compréhension et d'action. Elle va nous expliquer ce que nous pouvons dire, quel discours crédible nous pouvons tenir face à ces adolescents qui ont besoin de se faire, de se réaliser, de construire dans une société où déjà beaucoup de paramètres sont fixés. Comment nous accéder parfois à leur sphère de compréhension? Je vous laisse la parole. Merci, bonsoir à tous. Donc voilà, je suis le docteur de Denon au CMP enfant, la psychiatrie. Oui, vous n'avez pas beaucoup de choix ici à Montargis parce qu'on n'est que deux et donc mon collègue s'en va dès le 30 avril. Donc voilà, au niveau de pédopsie, c'est tout. Et donc voilà, je parle un peu de l'adolescent, mais je ne savais pas trop au niveau des thèmes, etc. Donc en fait, je vais plus parler du travail psychique qui se fait à l'adolescence et puis justement tout ce que ça génère au niveau angoisse, inquiétude, etc. Et bien sûr, comportement agi par l'adolescent. Donc déjà, finalement, donc en fait, il faut savoir que l'adolescent, finalement, ça veut dire donc être en train de croître, en train de grandir. Et finalement, donc l'adolescent, on en parle beaucoup là depuis donc la fin du XXe siècle, parce que finalement, donc je pense pas que dans les années 50 ou dans les années 30, etc. Donc on parlait beaucoup des adolescents. Alors là, les adolescents, ils sont devenus très espèce de fantasme comme ça, en plus espèce de jeunisme où finalement, donc faut tout le temps avoir l'air d'un adolescent, parce que finalement, donc les femmes avec, on est toujours tenté à paraître plus jeune, d'avoir l'air ado finalement. Donc en fait, et c'est ça qui est le paradoxe, c'est à la fois finalement on les envie, on voudrait être à nouveau comme eux, et puis en même temps finalement ils font peur parce que c'est des bandes dans les rues, parce que finalement ils peuvent tout casser, parce qu'on ne comprend rien, etc. Donc en fait finalement donc l'adolescence c'est quand même avant tout déjà donc une histoire de paradoxe entre finalement ce qu'on a envie d'être, de rester, et puis finalement donc toute la potentialité de violence, d'incompréhension qu'il suscite. Et déjà finalement donc l'adolescence aussi c'est avant donc dans toutes les sociétés antérieures finalement donc il y avait donc des rites et des rituels de passage finalement donc pour l'adolescence, et finalement donc en fait ce passage il était très souvent codifié et limité dans le temps. C'est-à-dire que finalement, donc, en fait, on retrouvait donc un moment de séparation donc, du milieu familial. Enfin, on décrit ça en Afrique, en Inde, etc. Enfin, sûrement en France aussi, où finalement donc, on se sépare finalement donc, de ses parents, et finalement donc, on va dans un autre endroit. Et dans cet autre endroit, finalement, donc, on y va souvent aussi avec un groupe de pairs, donc de personnes finalement donc, de notre âge. Et finalement, donc là, il va y avoir justement donc, une expérience à faire, souvent quelque chose qui peut être dangereux, une espèce de mise à l'épreuve, comme ça. Et finalement, donc, après donc, ce passage, cette prise de risque qui est souvent unique, on en ressort et finalement, donc, en fait, on devient adulte. Donc souvent, il y avait un côté, un moment, une conduite, un rituel, et après finalement donc, on était quelqu'un qui était adulte. Et finalement donc aussi tous ces rituels donc ils avaient véritablement donc une fonction, et finalement donc ils définissaient aussi une place de chacun. Donc au cours du rituel, au cours de l'expérience, chacun avait sa place, et finalement donc en fait ça donnait ultérieurement une place aussi donc dans la société. Alors que finalement on peut maintenant avec l'évolution des sociétés, il est sûr que l'on n'a plus du tout donc ce genre de moments de passage. Et avant finalement donc il y avait encore, je pense pour les hommes il y avait encore le service militaire où finalement donc, c'était la coupure obligatoire donc avec les parents. La profession de foi aussi, enfin il y avait des moments comme ça où finalement donc, on accédait à un autre stade, alors que finalement donc, maintenant au contraire on a l'impression que l'adolescence elle va pouvoir durer donc extrêmement longtemps,
Parfois, donc, elle va pouvoir durer pendant donc, une dizaine d'années. En plus, il y a sûrement des conditions socio-économiques qui ne sont pas favorables. Beaucoup, finalement, donc, de jeunes qui restent chez les parents parce que, finalement, on ne peut pas se payer un loyer, parce que c'est devenu donc, horriblement cher, etc. Donc, on a l'impression que, justement, donc, les choses donc, ont beaucoup changé, en tout cas, et savoir, justement, donc, donner aussi maintenant une fin à l'adolescence, c'est quelque chose qui est très difficile. Il y a des gens, parce qu'on sait que le début de l'adolescence, c'est bien sûr la puberté, mais la fin de l'adolescence, c'est quand? Alors bon, je crois qu'il y a plein d'hypothèses sur ça. Il y a des gens qui disent donc, que c'est le premier chagrin d'amour, la première fois on s'est fait larguer et qu'on a supporté ça, finalement, ça veut dire que quelque part, on a passé un cap de se dire, finalement, donc, je suis capable d'exister sans l'autre et sans ce miroir, finalement, donc, du regard de l'autre qui nous conforte et qui nous donne l'impression d'exister, quoi. Donc, en tout cas, il est certain que, finalement, donc, les codes sont complètement, donc, il n'y a plus de codes, quoi, finalement, donc, avant, véritablement, ces rituels, ces passages, etc., il y avait quelque chose qui était prévu, alors que je trouve que maintenant, les adolescents, c'est vrai que moi, il y en a beaucoup qui viennent et qui me disent je ne sais pas ce que je sais, je ne sais pas ce que je vais être, je ne sais pas ce que je vais être. Avant, finalement, je ne sais pas, mon papa est menuisier, j'allais peut-être être menuisier, alors je pouvais me rebeller contre ça, mais au moins il y avait une trace. Maintenant, finalement, donc, mon père est menuisier, enfin, je ne dis pas que tout ça était bien, mais ce que je veux dire, c'est que il y a quand même maintenant un grand flou autour justement donc, du devenir de l'adolescent, et ça, je pense que ça crée une angoisse donc, qui est extrêmement importante pour ces ados donc, actuellement. Donc, on dit que justement, donc, tous ces passages à l'acte là, rapides de l'adolescent, comme prendre la voiture et aller rouler à 200 à l'heure sur les routes des campagnes, ou finalement donc, boire de l'alcool en quantité, justement, cette espèce de truc là, hyper forcé, cette espèce de... C'est comme s'ils voulaient finalement donc, reproduire ces rites parfois dangereux, ces mises à l'épreuve, puisque finalement donc, la société n'en offre plus. Et bien sûr, par contre, c'est des mises à l'épreuve qui n'ont pas de... Enfin, qui sont... C'est pas que c'est inutile, mais elles n'ont pas de... Elles ne donnent pas de place après, ultérieurement, dans la société. Elles ne programment pas sur un devenir. Donc, en fait, ces mises à l'épreuve, elles ne portent pas l'adolescent, justement, vers un avenir, quoi. Mais en tout cas, moi, je pense qu'effectivement, souvent, ces passages à l'acte-là, c'est un besoin, justement, donc, en fait, de tenter quelque chose, de mettre en avant qu'on est capable justement donc, de faire quelque chose, sauf que souvent ça mène pas forcément à un avenir, quoi, une projection dans l'avenir. Donc en tout cas finalement, donc, en fait, cette adolescence c'est véritablement donc, un entre-deux, mais c'est pas justement donc, juste la juxtaposition finalement donc, de l'état d'enfant à l'état d'adulte. Il y a véritablement finalement donc, un état propre à l'adolescence. Et finalement, donc, en fait, qui est donc marqué par la puberté et bien sûr finalement donc, par de profondes transformations qui sont à la fois biologiques, psychologiques et sociales. Et finalement, donc, c'est l'état finalement donc, où on va devenir sujet, on va devenir soi, on va se construire une identité. Donc le début est donc, moyen, donc, chez les filles c'est 10-12 ans, les garçons donc 11-13 ans, et véritablement il y a une transformation qui est à la fois physique et sexuelle bien sûr. Il y a justement donc en fait des pressions donc, qui sont nouvelles autour justement donc, de l'individu, avec justement donc, souvent la question centrale aussi donc, de la normalité, de savoir justement donc, est-ce que je suis dans la norme, est-ce que je suis normale, est-ce que je vais correspondre à ce que l'on demande de moi, et finalement donc beaucoup de phénomènes justement donc, associés, avec beaucoup de préoccupations donc, autour de l'image du corps, et beaucoup de préoccupations aussi autour de la différence des sexes. Moi je sais qu'aussi je vois beaucoup d'ados dans cette histoire de sexualité, homosexualité, hétérosexualité, etc. Donc beaucoup aussi souvent de perturbations, parce que une espèce d'attirance comme ça, et finalement qui peut des fois être vécue de façon très menaçante et très dangereuse. Donc préoccupation autour de son image, de cette différence des sexes. Et puis finalement, donc, à ce moment-là de l'adolescence, on redéfinit la relation donc, que l'on a finalement donc, avec les autres, et on sort du système finalement donc, relationnel de l'enfance, où finalement donc, on est tout le temps donc, dans l'oscillation entre être un enfant et être grand, quoi. Donc il y a véritablement le mode de relation aux autres qui change. Après, donc, quand on grandit, quand l'adolescent devient donc un petit peu plus âgé, donc il va falloir finalement donc, qu'il s'intègre donc, dans un schéma personnel, à la fois finalement donc, en rapport avec sa famille et aussi donc, avec la société. Donc beaucoup justement donc, d'enjeux
autour finalement donc de l'affirmation, donc de se trouver une place, de se trouver finalement donc un nouveau rôle en tant que sujet à part entière. Alors que finalement, donc bien sûr, encore ado, il y a beaucoup de tensions entre le désir d'indépendance et toujours, malgré tout, une dépendance donc, à ses parents. Donc c'est véritablement donc, un âge de paradoxe, avec finalement donc, en fait, parfois donc, une différence aussi entre la maturité physique, ils ont l'air très grands, etc. Et par contre une maturité psycho-affective, où des fois donc, les profs peuvent nous dire mais c'est des bébés, ils sont tout petits, ou etc. Donc ce contraste finalement donc, entre une apparence et finalement donc, une maturité psycho-affective. Il y a aussi donc, dans l'adolescence ce sentiment d'invulnérabilité donc, qui est véritablement de toute puissance. Et en face, on nous dit ils manquent complètement de confiance en eux. Donc finalement, donc, ils veulent paraître tout savoir, comme disait donc, Madame Olivier. Puis en même temps, donc, on voit véritablement qu'ils manquent de confiance en eux. Donc il y a aussi dans l'adolescence le besoin de satisfaction immédiate. Bon, bah, ça c'est aussi l'enfance, hein, le besoin finalement donc, du tout de suite, et sans rien faire, c'est encore mieux. Donc satisfaction justement donc immédiate, alors que finalement donc par exemple donc l'école nous dit il faut savoir différer, il faut savoir apprendre ça parce que bon, bah, bien sûr là ça t'intéresse pas, mais tu verras dans 10 ans ça sera très important pour toi parce que finalement donc tu comprendras pourquoi on t'apprend ça. Donc finalement donc il y a véritablement beaucoup de paradoxes donc, au moment de cette adolescence. On dit que l'adolescente, donc, elle finirait vers l'âge de 17 ans, 21 ans, etc., avec généralement donc, une identité sexuelle qui est justement donc, cette fois-ci construite, identifiée, et puis finalement donc, en fait, une identité d'adulte avec finalement donc, peut-être une certaine indépendance matérielle si on a réussi à faire des études qui nous ont donné un petit peu d'argent, et enfin pouvoir sortir du cocon familial. Donc finalement, c'est bien sûr donc, une période de changement, et comme tout changement, il y a un risque, et le risque évidemment, donc, ça fait toujours très très peur. Donc c'est là justement donc, des paradoxes, comme je le disais tout à l'heure. Finalement, donc, c'est la période finalement donc, au cours de laquelle finalement le travail psychique de l'adolescence, c'est finalement donc, de devenir un sujet, puisque finalement pendant l'enfance, finalement donc, on est plutôt un objet, on est l'objet de ses parents. Et finalement, donc après, donc, il y a le travail de subjectivation, c'est-à-dire donc, en fait, devenir le propre sujet donc, de ses propres pensées et arriver au bout de plusieurs années finalement donc, à la notion de son identité, ce que l'on va être finalement donc, en tant qu'adulte. Et ça, finalement, donc, il faut le construire, bien sûr, petit à petit. Donc finalement, donc, en fait, et là, donc, il y a tout aussi le paradoxe de l'adolescence, c'est que finalement, donc, qu'est-ce que je vais devenir? Donc finalement, donc, on est obligé, bien sûr, de regarder autour de soi. Donc, initialement, donc, on s'identifie à ses parents, donc quand on est enfant. Après, donc, on va s'identifier à un professeur, un joueur de foot, une danseuse, un chanteur, etc. Des écrivains, enfin des termes d'identité, ressembler justement donc, à quelque chose qui va nous convenir finalement. Donc à la fois finalement, donc, en fait, on doit accepter de ressembler à quelqu'un, et en même temps finalement donc en fait la peur elle vient aussi du fait qu'on ne veut pas non plus devenir exactement pareil. Donc finalement donc on s'oppose aussi, on a des mouvements comme ça paradoxaux où finalement donc, on va pouvoir aussi s'opposer à tous ces objets d'identification en se disant bah, ils vont complètement m'envahir et moi je ne suis pas moi, je suis la copie conforme de mon meilleur copain, ou je suis la copie conforme de je ne sais pas qui, enfin je ne sais pas quoi auquel aussi on est identifié. Donc à la fois, et ça je pense que c'est tout l'être humain aussi, on a toujours besoin des autres finalement parce que tout seul on n'est rien. Donc en fait, il faut rencontrer les autres, ressembler à eux, et en même temps, finalement, donc en fait, bien évidemment, on n'a pas du tout envie d'être pareil, et des fois, donc on a donc des mouvements comme ça d'agressivité ou de collage qui peuvent se succéder finalement donc l'un à l'autre. Donc finalement, toujours finalement donc le conflit, ressemblance, différence. Et finalement, et ça sous-tend en grande partie aussi donc, tous les rapports conflictuels que les adolescents peuvent avoir avec leurs parents. Puisque bien évidemment, donc, il faut sortir de l'identification parentale. Donc, d'une part, donc, il y a ce travail psychique, et puis donc, d'un autre côté, finalement, il y a aussi donc, le corps finalement, donc, de l'adolescent, bien sûr, justement, donc, qui change. La puberté donc, définit l'entrée dans l'adolescence, et finalement, donc, c'est une période qui peut être aussi, justement, donc, d'un grand désarroi, provoquer finalement donc, une grande souffrance, parce que finalement, donc, en fait, ces modifications corporelles, elles peuvent parfois créer un grand écart par rapport à la norme. Des ados trop grands, des ados
par exemple en surpoids, des adultes qui peuvent se penser en surpoids ou qu'on peut dire comme ça. Enfin, il y a quand même une norme qui est parfois justement extrêmement contraignante et on peut avoir aussi l'impression que notre corps nous échappe parce que finalement donc, on ne contrôle pas donc, ce développement. Donc finalement, donc, en fait, on a un corps qui nous échappe alors que justement donc, on est beaucoup, surtout au début de l'adolescence, dans une norme qui est souvent relativement très stricte. Quand on les voit quand même au collège, je trouve qu'ils se ressemblent quand même beaucoup tous dans leur façon de s'habiller, dans leur façon d'être, etc. Individuellement, bien sûr que non, mais n'empêche que finalement, des fois, c'est compliqué d'être différent. Donc alors, et ce corps-là, finalement, il change malgré moi. Et finalement, donc, même si de plus en plus maintenant les ados sont prévenus, informés, machin, etc., ça peut quand même rester donc une surprise. Moi, j'ai vu finalement donc, des jeunes filles, par exemple, qui avaient eu des pubertés quand elles étaient donc en CM2 ou je ne sais pas, enfin encore en primaire, etc. Et finalement, donc c'était pas forcément facile à gérer d'avoir déjà ces règles voilà quand on a 10 ans et que les autres en plus à côté donc sont parfois encore une apparence justement donc très enfant. Donc ce corps finalement donc en fait qui échappe et qui peut justement donc c'est toujours vécu finalement donc, comme une surprise quoi. C'est quelque chose qui est imposé, c'est quelque chose que l'on doit subir et particulièrement donc toujours pareil donc pour les filles donc dans cette histoire d'anorexie mentale, c'est vrai que quelque part l'anorexie mentale, vous savez que bon alors donc on mange plus donc l'amaigrissement après et le troisième signe c'est l'aménorrhée donc plus de règles. Quelque part on a contrôlé ce corps jusqu'au point que finalement donc, on a complètement bloqué donc cette période pubertaire. Donc l'anorexie mentale est sûrement une des formes les plus caractéristiques de cette peur de perte de contrôle par rapport justement donc, à ce corps qui nous échappe complètement. Donc tous ces événements finalement donc, qu'on ne maîtrise pas et ça peut être extrêmement intolérable, d'autant plus que peut-être quand on a petite enfance on a eu l'impression justement donc, qu'on maîtrisait beaucoup de choses, je ne sais pas, enfin de toute façon il n'y a pas de généralité par rapport après aux événements, enfin voilà. Donc la transformation donc, pubertaire il va y avoir donc la nécessité de continuer à se sentir soi-même dans ce corps qui change. Et puis donc de l'autre côté, la nécessité finalement donc aussi d'intégrer donc cette transformation dans son fonctionnement psychique, c'est-à-dire donc en fait je deviens adulte puisque mon corps me dit que finalement je change et que je deviens adulte. Donc il faut accepter de se retrouver l'enfant qui est derrière nous dans l'adolescent qui est là et finalement donc aussi se dire que ça marque que finalement donc, je grandis et je vais vers l'âge adulte. Et donc c'est quand même vrai aussi qu'on a des ados qui passent beaucoup de temps dans la salle de bain, se réveillent très tôt et tout ça, et qui peuvent se regarder dans la glace pour chercher justement donc, en fait s'identifier. Et que ce soit d'ailleurs, j'ai l'impression, les garçons et les filles en parlent peut-être plus facilement, mais j'ai l'impression que les garçons aussi peuvent passer beaucoup de temps à se rechercher dans le miroir, quoi, se retrouver finalement donc, en fait, dans le miroir. Donc en tout cas, finalement, donc effectivement, ce que je suis en train de devenir, ça peut susciter finalement donc beaucoup d'angoisse. Et là, finalement, donc, en fait, l'identité sur le plan narcissique, le narcissisme, c'est moi, quoi, c'est ce que je ressens moi, finalement, donc, est bien sûr très sollicité, puisque finalement, il faut que j'essaye de me retrouver, finalement, donc, dans tout ça, dans tout ce qui est en train de changer, justement, donc, dans mon aspect, justement, donc, extérieur. Et là, justement, donc, en fait, s'appuyer sur son narcissisme, ça revient finalement donc à s'appuyer tout ce qu'on a construit donc dans la petite enfance. Parce que finalement, donc en fait, il est évident que si j'ai eu une enfance, une petite enfance donc extrêmement donc déstructurée, avec finalement donc peut-être des parents qui ne m'ont absolument pas donné confiance en moi, je vais avoir du mal à m'asseoir finalement sur ce narcissisme, parce que mon narcissisme il tient pas tellement la route, et très vite finalement donc, je vais me sentir attaquée par une remarque, par ce que je vois dans le miroir, etc. Alors qu'effectivement, donc si dans mes relations précoces, mes parents donc, ont su me donner finalement donc, une certaine confiance en moi, et finalement donc, m'ont montré que finalement donc, je valais quelque chose, il est certain finalement donc, que tous ces doutes et tous ces phénomènes identitaires qui apparaissent à ce moment-là, j'arriverai beaucoup mieux donc, à les surmonter donc, que l'autre enfant. Donc c'est sûr finalement donc, que l'adolescent, on nous demande toujours, est-ce que, moi je vois beaucoup d'enfants par exemple qui ont un événement traumatique dans leur enfance, et finalement les parents ils me disent, et à l'adolescence, qu'est-ce qui va devenir ? Mais c'est pas tellement l'événement traumatique, c'est véritablement ce que les parents ont réussi à donner comme confiance en eux, finalement, à leur enfant, donc, dans la petite enfance, qui va donner des valeurs prédictives quant à un bon développement, donc une adolescence
pas trop bruyante ou pas trop excessive donc, dans ses manifestations. Donc, il est certain que l'adolescence là, l'événement là, la réaction qui va se produire, en fait, elle est quand même beaucoup fonction de ce qui s'est passé donc, avant la période de latence. On dit que la période de latence, c'est 7, 12 ans, 10 ans, etc. Mais finalement, c'est vrai que les relations précoces 0-7 ans sont véritablement donc, fondamentales dans la construction donc, de la sécurité interne justement donc, de l'individu. Normalement, la période de latence, c'est plus finalement donc, on commence à développer des relations extérieures, etc. Mais c'est véritablement nos parents qui nous donnent notre narcissisme, qui nous permettent donc, de nous développer. Donc justement, donc après finalement, donc on a donc nos parents qui nous ont beaucoup aidés justement donc, dans l'enfance à nous construire. Et là finalement donc à l'adolescence, finalement donc eh bien les parents donc il va falloir les voir autrement parce que finalement donc en fait le corps bien sûr se sexualise. Donc finalement donc la relation avec les parents donc se transforme, ça c'est évident. Au début justement donc de la puberté, donc on a dit qu'on était anxieux, on ne se reconnaît pas, on ne sait pas qui on est. Quand on est enfant, on ne se reconnaît pas, on ne sait pas qui on est, on a un stress, on se tourne vers papa et maman. Et là finalement donc, on ne peut plus le faire, ou en tout cas donc en fait il faut le faire d'une façon justement donc, qui est différente du fait finalement donc en fait de la sexualisation donc, du corps. Donc le rapport incestueux finalement donc, fait peur et effectivement donc en fait on va essayer donc de se tourner vers d'autres personnes. En tout cas, finalement, c'est certain que ce besoin des parents et finalement donc, cette impossibilité de les approcher donc, du fait de cette transformation donc, corporelle fait qu'il peut bien sûr y avoir des moments extrêmement violents de conflit donc, avec les parents. En fait, ce qui est sous-tendu, c'est ça, c'est que finalement, je peux plus me rapprocher de toi comme je le faisais avant, donc je ne peux plus être avec toi comme je l'étais avant. Donc l'enjeu, bien sûr, c'est se séparer des parents. Ça, c'est ce qu'on doit faire à l'adolescence. Et en même temps, donc en fait, comme se séparer de quelque chose, finalement, c'est toujours pareil. C'est, par contre, je ne veux surtout pas les perdre. Comment finalement, donc en fait, se séparer sans les perdre, puisque finalement, donc, mes parents restent quand même nos parents et toute notre vie, on compte sur nos parents. Sauf qu'il faut effectivement donc aménager une relation autre pour pouvoir justement, et donc cette peur de les perdre, d'être abandonné finalement par les parents, peut justement donc aussi rendre très difficile cette séparation donc, nécessaire. Comment finalement donc, se séparer de ceux qui nous ont toujours servi de modèle identitaire, Donc comment pouvoir se séparer d'eux? Alors, on dit aussi que finalement, donc à l'adolescence, les parents aussi, bien sûr, on doit faire tout un travail justement donc, psychique de l'adolescence et ils doivent accepter aussi de voir leurs adolescents se séparer de la maman ou le papa qui va se rester accroché justement donc, à l'adolescent. Effectivement, donc, pour l'ado, ça va être encore plus difficile de se séparer et encore plus bruyant. Les histoires justement d'anorexie mentale finalement donc avec des fois justement donc des familles avec justement donc moi j'ai le souvenir d'un papa très dévalorisé et finalement donc sa fille c'était sa princesse, c'était sa merveille machin etc, c'était tout ce qu'il avait réussi dans sa vie. Elle a eu après je l'ai perdu de vue parce que c'était compliqué, mais effectivement donc pour elle a développé une anorexie mentale parce qu'elle restait petite, parce que finalement on voyait bien que son papa était incapable de la lâcher, puisque finalement donc, en fait elle sentait bien que sans elle il allait être complètement effondré, puisque finalement il avait pour lui aucune fonction justement sociale, enfin bon, et il avait, je pense qu'avec sa femme qui avait au contraire été fulgurante et qui était une star, enfin quelqu'un, voilà, enfin des rapports qui avaient complètement changé entre père et mère, et c'est vrai que cette ado, elle était devenue la fonction, c'est celle qui faisait vivre ce père. Donc effectivement, c'est quand on porte ça, eh bien on se dit non je m'en vais pas, et qu'est-ce que je fais? Je reste petite donc je mange pas. Donc les parents doivent aussi faire ce travail justement donc, de séparation. Donc accepter finalement donc en fait d'être vu autrement. C'est vrai que moi je sais que j'ai encore des enfants petits, donc ça va encore finalement, donc je fais toujours tout bien, etc. Maman fait ceci, maman fait cela, c'est toujours merveilleux. Bon après il va falloir que j'accepte que il y en a d'autres qui vont faire bien mieux que moi, comment t'es habillé machin, enfin bon, etc. Donc il faut accepter de ne plus être au devant justement de la scène. Et puis il faut accepter aussi qu'ils vont avoir d'autres objets d'amour que nous, et qui seront sûrement donc, des objets d'amour bien plus passionnels que finalement donc, la relation qu'ils ont avec nous. Donc c'est sûr que nous, en tant que parents, on doit aussi les laisser nous quitter, quoi, quelque part. Donc
Dans toute adolescence, il faut justement donc désidéaliser donc ses parents. Winnicott, qui était donc un pédiatre psychanalyste anglais, qui a beaucoup travaillé sur les relations précoces avec le bébé, donc entre la main, etc. Donc on fait souvent des rapprochements d'ailleurs entre le bébé donc, et l'adolescent. Il disait que finalement, donc, de toute façon, il y avait donc au moment de l'adolescence donc le meurtre symbolique de ses parents. Il faut tuer donc ses parents quelque part, symboliquement. Pour ça sûrement que des fois il y a des excès, c'est ça. Et donc tout ça bien sûr, donc fluctuation donc, d'humeur bien sûr donc très très importante, et finalement donc, des périodes où les conflits pourront effectivement donc, être majeurs entre parents donc, et enfants. Surtout finalement donc aussi si cette distance finalement donc renvoie à la notion de perte. Quand on est très dépendant justement donc, comme ça de ses parents, qu'il faut se séparer, et donc on se dit bah voilà je vais les perdre, c'est l'idée finalement donc, que des fois ces ados-là, ils vont pouvoir peut-être se tourner plus que d'autres vers tout ce qui est addiction, parce que finalement ils vont recréer une dépendance, puisque finalement la dépendance elle ne peut plus être avec les parents et que c'était un lien de dépendance très fort et qu'on vit avec ce lien de dépendance, ben finalement donc on va chercher ce lien de dépendance sur autre chose, ben sûrement justement donc effectivement les addictions dont on peut parler. Alors je ne dis pas que fumer un joint on est tout de suite addict, hein, mais je parle des ados finalement donc, qui se mettent dans des conduites addictives répétées, sûrement justement donc parce que ce lien de dépendance est véritablement important pour eux et ils ne peuvent pas tellement faire autrement. Ça renvoie là une fois de plus donc aux relations précoces où finalement dans la relation à l'autre quelque chose justement donc, de l'ordre de la dépendance. Alors ensuite donc les adolescents finalement donc, ont bien sûr donc, aussi donc, un espace social. Ils se séparent justement donc bien sûr donc, de les parents, ils se retrouvent justement donc, dans la rue et finalement donc bien sûr donc, ils mettent en place des relations donc, qui leur sont personnelles et finalement donc, qui vont essayer, enfin pour essayer une fois de plus de quitter la famille, on essaie de trouver des relations justement donc, autres. Et ça c'est sûrement important aussi donc pour les parents d'offrir ça finalement donc, à leur enfant, justement donc, dans cette fameuse période de latence, de l'inscrire à un club de foot, de danse, de gym, de je sais pas quoi, etc., tout ce qu'on veut, ou finalement donc, avant la période de l'adolescence où on se sent mal dans sa peau, mal dans son corps, mal dans tout ça, on a établi finalement donc, dans la plus tranquille période de latence des relations relativement fortes, sécurisantes avec des enfants de leur âge, parce que finalement donc, quand ils vont grandir, finalement, donc, ils vont pouvoir s'appuyer sur ces relations un peu plus anciennes, parce que des fois donc, les relations au collège, je t'aime, je te déteste, machin, etc., alors que des fois les relations donc, avec des copains qui de cette période de l'enfance où on est moins stressé, moins inquiet, moins anxieux, et bien donc ces relations donc, sont parfois plus sécurisantes et donc leur permettent justement donc d'avancer finalement donc, un petit peu plus sans les parents. Donc souvent finalement donc bien sûr ces pairs, P-A-I-R-S, permettent justement donc de nous détacher donc de ces objets oedipiens donc, que sont justement donc les parents, et finalement donc en fait ils nous donnent justement donc des rôles sociaux, ils nous font faire justement donc des expériences, parce que moi je trouve que tous les ados que je vois qui vont mal, elles me disent toujours c'est le vide, le fait de n'être rien, le fait d'être voilà, je ne suis plus rien, je ne suis rien, je n'ai pas de je n'ai pas de rôle, j'ai pas de fonction, j'ai pas de travail, je gagne pas d'argent, on n'est rien. Alors que moi, effectivement, donc, tous les matins, j'ai presque trop de choses à mettre sur mon dos. Mais quelque part, ça nous tient, nous, adultes. Alors que finalement, donc, eux, ils sont dans ce vide. Alors finalement, ces rôles, ces liens sociaux, justement, donc, leur permettent justement donc, de trouver quand même une place dans cette société qu'ils sont en train de créer. Donc finalement, donc, voilà. Donc donc ils vont développer justement donc, des relations donc, avec donc, bien sûr alors, après donc, cette période de latence, donc au moment de l'adolescence, donc il y a justement donc, le temps des amis, où finalement donc en fait donc souvent donc on voit quand même des relations justement donc entre copines, je sais pas quoi, elles sont en 4e, 3e, etc. ou copains donc, qui peuvent justement donc, être des relations très fortes. C'est là qu'il y a cette histoire justement donc, de doute sur l'identité sexuelle, etc. Donc qui peut des fois justement donc, faire beaucoup inquiéter. Donc c'est vrai que finalement donc, on a des fois des binômes comme ça dans une relation justement donc narcissique qui est très en miroir finalement. Donc, il est comme moi
elle me comprend, elle sait tout, alors que nous on comprend rien. Donc cette espèce de collage, et puis après donc il y a la première relation amoureuse, où là c'est sûrement justement donc différent, parce que finalement donc, c'est peut-être moins donc, en miroir, puisque là donc quand même dans la première relation amoureuse, on considère l'autre et finalement donc en fait on cherche à ce qui est du désir de l'autre, de satisfaire finalement donc en fait le désir de l'autre, alors que la relation de copine c'est peut-être plus ensemble, on est ensemble, on est collés ensemble vers le même désir, alors que dans la relation amoureuse sûrement on cherche à, donc justement du fait aussi de la différence des sexes sûrement etc, à faire plaisir à l'autre, l'altérité, hein, le côté finalement donc l'autre existe et qu'est-ce que je peux faire pour être aimé de cet autre finalement. Donc la sphère des amis donc, est absolument donc, fondamentale, et on se rend bien compte aussi donc, de toutes les difficultés qu'il y a justement donc, au niveau scolaire, quand finalement donc, les amis se chamaillent, ou quand finalement donc, il y a des difficultés justement donc, relationnelles dans les pairs. Enfin, on parlait là avec Madame Duvivier avant que vous rentriez. En ce moment donc, on parle quand même beaucoup de tous ces ados qui se sont suicidés, qui sont parfois très jeunes. Et souvent, on retrouve des histoires justement donc, de relations avec les pères qui étaient justement donc, très compliquées, et avec comment nous, en tant qu'adultes, les professeurs, les collèges et les lycées peuvent aussi intervenir pour s'en surprotéger, enfin voilà, pour justement donc, éviter ces drames, hein, parce que c'est véritablement des drames. Donc ensuite finalement donc l'adolescent donc doit se tourner donc vers vers l'école bien sûr, donc s'identifier finalement au savoir, c'est-à-dire finalement donc investir donc un idéal de soi et pas forcément l'idéal des parents, hein, et finalement donc avoir donc une capacité à choisir ce que je veux faire, ce que je veux devenir. Donc finalement il va chercher justement donc à orienter sa vie donc vers un domaine plus particulier. Là encore, finalement, donc c'est des fois très compliqué parce que finalement, donc, que faire, quoi faire, surtout dans une société actuelle où finalement donc, on ne parle que de chômage, que de difficultés en tout genre, etc. Donc j'imagine que c'est relativement compliqué de se dire finalement donc, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais devenir. En tout cas, finalement, donc effectivement, il doit justement donc se diriger vers ce qui va le prendre comme place en tant que sujet. Investir donc la connaissance, les choix professionnels, s'approprier un savoir, parce que finalement donc quand à 6 ans on leur dit tu travailles pour toi, je ne sais pas si vraiment ça rentre, parce que travailler pour soi à 6 ans et qu'est-ce que tu vas faire plus grand, c'est peut-être un petit peu tôt, mais par contre effectivement au lycée, normalement ils doivent commencer à se dire qu'effectivement donc, le savoir c'est s'approprier pour soi, pour devenir justement donc quelqu'un, et parfois prendre plaisir aussi à la connaissance, à la découverte, etc., à travailler, à connaître. Mais ça, je pense qu'on a beaucoup aussi comme plaisir justement donc, à apprendre et à connaître. Donc ce travail justement donc, de devenir sujet à nouveau à travers finalement donc, l'école. Apprendre aussi à travers l'école justement donc, aussi là encore donc, à rivaliser avec ses parents, puisque finalement donc, aussi il y a des enfants, vous savez, qui ne s'autorisent pas à devenir plus forts que leurs parents, qui finalement donc en fait ne s'autorisent pas. Si par exemple donc, le parent n'a pas beaucoup fait d'études, eh bien c'est parfois compliqué pour un adolescent qui adore ses parents, qui trouve que c'est une personne humaine, de se dire finalement donc moi je vais avoir un métier qui sera supérieur au tien, je gagnerai plus d'argent, j'aurai une plus belle maison que toi, enfin bon, etc. C'est parfois justement donc difficile aussi de rivaliser avec ses parents dans ce domaine justement de la compétence finalement donc professionnelle, et aussi que les parents là encore donc, acceptent que leurs enfants soient plus forts que ce qui est des fois. Moi je me souviendrai toujours que un jeune des parents étaient séparés, mais ça fait longtemps de ça, et finalement donc il vivait plutôt chez sa mère, il avait vu son père, et son père donc en fait il était qu'est-ce qu'il m'avait dit, moi je suis un SDF et j'en ferai un SDF de toute façon, je veux dire, donc l'identité c'était ça, c'est mon fils, il sera comme moi quoi. Donc finalement, donc effectivement, quand on a ce genre de père ou de mère, hein, c'est difficile justement donc parfois d'aller justement donc au-dessus. Donc ensuite donc les ados bien sûr donc s'intéressent aussi à tout ce qui est créatif.
je sais pas si, oui c'est ça, donc en fait tous les tags, les machins, etc. Donc la musique, partager justement donc, tout ça avec ses pairs, ce sont aussi finalement donc des moments très importants justement donc aussi pour pouvoir s'identifier et justement donc réaliser quelque chose de plus imaginaire, fantasmatique, machin, etc. Moi j'ai aussi l'impression que maintenant donc aussi tout ça c'est, enfin il y a beaucoup de la musique qui est très présente, mais c'est vrai que on a l'impression que les jeunes ils rêvent quand même moins. Je trouve que une fois de plus il y a trop de consoles, il y a trop de PS3, il y a trop de je sais pas quoi, et finalement donc ils rêvent plus, ils fantasment plus, ils sont plus tristes, et c'est clic 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 et c'est toujours la même musique, la Mario. Et c'est vrai qu'il n'y a plus alors que peut-être qu'effectivement donc avant ces moments de solitude, de créativité, de quelque chose justement où on cherchait à s'intéresser, où ce n'était pas tout de suite à disposition, pouvait sûrement justement donc aider aussi à se construire quoi, dans ce que l'on... Donc après donc je parle un petit peu donc justement donc, de cette menace addictive chez l'adolescent parce que finalement donc, ça nous fait tous peur. Donc on dit que finalement donc, en France il y a une consommation, enfin on consomme plus de hashish etc. finalement donc, que de cigarettes chez les adolescents. Enfin, moi j'avais fait un DU donc comment elle s'appelle Marie Choquet je crois qui fait beaucoup de stats donc sur justement donc les comportements donc des adolescents et qui disait donc moi j'ai fait le DU en 2005, 2006, que déjà finalement donc à l'époque il y avait plus de consommation donc de hashish que de cigarettes. Alors ça se voit pas. C'est pareil, enfin je sais pas, donc en fait si je suis hashish et là c'est que aux portes à toutes les. Enfin moi il y en a combien qui me disent mais ça je le trouve où je veux, puis il y en a d'autres, ah ben je sais pas, ils savent même pas que ça existe. Donc finalement donc en fait c'est quand même là. Et finalement donc c'est vrai que je pense que c'est quand même très présent et très banalisé. Après bon, voilà, chacun. Enfin je crois que c'est toujours une discussion un petit peu. C'est pas tellement le fait de consommer, c'est pourquoi finalement donc en fait on se met à consommer. Et finalement donc en fait on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que tous ces ados finalement donc, qui quand ils étaient plus petits étaient justement donc, dans une relation donc, de dépendance finalement donc, aux parents. Comme finalement donc l'adolescence nécessite justement donc en fait de se séparer justement donc, de ses parents, comme il y a tellement la peur de cet effondrement donc de cette perte, il pourrait justement donc y avoir des conduites, enfin c'est là que les conduites addictives seront sûrement donc les plus importantes et surtout donc plus difficiles à guérir, enfin que ça deviendra plus problématique, ça deviendra un trouble, que ça ne sera pas juste une consommation justement. Donc finalement donc il déplace cette dépendance finalement donc vers justement donc un produit. Vous savez qu'aussi donc les troubles du comportement alimentaire, l'anorexie mentale, elle est mise dans les addictions puisque donc on est dépendant du fait de ne pas manger. C'est le même système donc de dépendance où on ne pense qu'à son produit justement qui n'est pas de produit, pas manger quoi. Donc là l'âge d'apparition justement donc, de ces dépendances peut justement donc aussi être indicateur de la fragilité justement donc, de l'adolescent. Donc aussi finalement donc, il y a toutes ces recherches justement donc, de limites, de la répétition justement donc, de toutes ces conduites parfois justement donc, à risque qui justement donc, aussi inquiètent beaucoup donc, et sûrement nécessaire. Enfin, je veux dire, c'est sûr qu'il faut sûrement tenter quelque chose, mais après, donc, c'est effectivement la répétition et finalement donc, ce besoin. On a des fois des adolescents, je trouve que quelque part, on a l'impression que c'est toujours bof avec tout le monde, et justement comme si finalement donc, il n'y avait pas beaucoup de ressenti. Et que justement, donc en fait, c'est ceux-là, je trouve que des fois, qui vont dans des conduites à risque comme ça, jusqu'au bout, enfin, je sais pas, qu'ils vont avoir des relations amoureuses où ils se font taper dessus, où finalement, donc, ils vont conduire, comme j'ai dit tout à l'heure, à 200 à l'heure, quand on boit, on se prend la gueule, etc. Comme si finalement, donc, il n'y avait pas beaucoup de ressenti, enfin, le ressenti des émotions normales, naturelles, finalement, donc, ça n'existait pas. Et finalement, donc, il faut aller jusqu'au bout de je ne sais pas quoi pour avoir un éprouvé, une émotion. Et finalement, donc, ces ados-là, on ne sait pas trop non plus comment faire pour les aider justement donc, à se détacher donc, de ces conduites qui sont inquiétantes. Donc ensuite, donc, je vous parle un petit peu donc, de la scolarité, parce que j'avais pensé qu'il y aurait peut-être beaucoup de profs, donc effectivement, donc, je me dis les professeurs enfin, par rapport à la scolarité. Donc de toute façon, l'école, c'est la séparation de la famille hein, qui est organisée par l'État. C'est finalement donc, en fait, une façon donc, de réduire bien sûr donc, l'emprise familiale donc, sur l'enfant et surtout bien sûr donc, offrir donc, à chacun une place sociale. C'est grâce à l'école qu'on rentre donc, dans la société.
Donc, en ce qui concerne donc, les apprentissages scolaires, finalement, donc, Winnicott toujours disait finalement donc, que réussir à l'école, c'est être capable de s'intéresser à ce qui nous concerne en rien. Donc c'est exactement ce que j'entends tout le temps, ouais j'aime pas l'école, de toute façon ça sert à rien, j'en ai rien à faire de Napoléon, machin, etc. Donc voilà, donc, en fait, et le principe même de l'école, c'est justement ça, c'est s'intéresser à quelque chose qui ne nous concerne pas, quoi. Et donc finalement, donc, réussir à l'école, c'est être capable finalement donc, de sublimer, c'est-à-dire donc en fait de s'intéresser, enfin de déplacer toutes ces émotions, tous ces ressentis, tout cet amour, toute cette proximité qu'on a avec la famille et le sublimer, c'est-à-dire donc le décaler sur quelque chose qui sera l'école, qui sera justement donc un métier, des connaissances, etc. Donc c'est la capacité justement donc à déplacer finalement donc en fait tous les affects que l'on a vers des objets justement donc, qui ne sont pas les parents, la famille, etc. Et l'école aussi, c'est apprendre donc justement aussi à différer, exactement ce que ne savent pas non plus faire les ados, c'est-à-dire qu'ils veulent toujours tout de suite, c'est-à-dire qu'au finalement il faut savoir, c'est apprendre à différer, apprendre que finalement donc en fait ce que j'apprends là, ben peut-être que finalement donc ça me servira dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans quand je ferai un autre métier, etc. Apprendre finalement donc en fait tout n'est pas justement donc dans l'immédiateté. Donc, alors qu'effectivement, justement, donc en plus, à la puberté, donc à l'adolescence, on a envie de faire des choses, justement, donc on a envie de se tout de suite. L'école nous oblige à travailler, à rester assis, à faire des choses qui ne nous intéressent pas et qui nous intéresseront peut-être dans plusieurs fois. Donc, d'où tout le paradoxe et des fois, donc, toutes les difficultés donc, à rentrer donc, dans la poursuite, justement, donc, de la scolarité. Et certains, finalement, donc, que l'école peut devenir véritablement donc, un lieu de souffrance important, surtout, finalement, donc, que, effectivement, donc, quand ils ne peuvent plus supporter ces exigences, ce cadre, cette normalité, cette régularité, justement, donc, qu'impose l'école, surtout quand, finalement, donc, ces contraintes, justement, donc, sont trop importantes. Donc souvent, finalement, donc, qu'est-ce qu'on trouve donc, on trouvera, finalement, donc, des difficultés scolaires par manque d'autonomie, où finalement, donc, en fait, on voit des jeunes qui ont du mal à investir l'école, qui sont souvent donc, extrêmement, ou finalement, donc, en primaire, donc, on dit souvent finalement, donc, qu'ils ne peuvent pas apprendre sans qu'il y ait la maîtresse justement donc, derrière eux. Et finalement, donc, quand ils arrivent au collège, les professeurs sont toujours donc, interpellés par ces jeunes, qu'ils voient justement donc, avoir des capacités, des compétences, des potentiels, etc., mais qu'ils foirent systématiquement donc, toutes les évaluations, etc. Parce que finalement, donc, quelque part, comme si finalement donc, ils n'arrivaient pas à concrétiser. Typiquement, il sait la leçon la veille par cœur et le lendemain à l'évaluation, donc il a 0. Et finalement, donc, en fait, souvent, finalement, donc, on retrouve des adolescents qui sont incapables justement donc, en fait, de faire face finalement donc, à la capacité de se séparer, qui sont toujours donc, dans une angoisse vis-à-vis justement donc, de la tâche, comme si finalement donc, toujours elle devait être réalisée dans le contexte, en lien donc, avec la famille, et ils n'arrivent pas donc, à faire les choses justement donc, tout seuls, tellement ils ont l'habitude d'être tout le temps portés finalement donc, souvent par leur mère, leur père, etc. Et finalement donc, ils n'arrivent pas donc, à se séparer des parents, comme on vient de dire depuis tout à l'heure. Donc finalement donc, quelque part ce travail de séparation ne se fait pas donc, à l'école finalement donc non plus, ils n'investissent pas à l'école quoi, finalement quelque part. Et finalement donc en fait souvent ils vont avoir des plaintes somatiques, ils ont mal au ventre, etc. Ou souvent finalement donc ils vont être en échec scolaire. Et finalement donc ils sont souvent justement donc, très repliés et pas du tout donc intégrés justement donc, à l'école, et tout ça justement donc, ne fait que renforcer le lien anxieux finalement donc avec la mère, qui justement donc en fait ils attirent toujours justement donc leurs parents par ce lien justement donc, anxieux. Donc finalement donc, ils maintiennent la proximité de leurs parents puisqu'ils n'arrivent pas du tout finalement donc, à s'en séparer. Et c'est des enfants finalement donc, qui souvent auront du mal à intégrer donc, au niveau du lycée, parce que finalement donc, ils vont avoir du mal à développer donc, les capacités donc, d'abstraction, c'est-à-dire donc, finalement donc, être capable justement donc, de raisonner,
être capable donc d'une pensée réflexive, donc de penser sur ses propres pensées, etc. Et finalement, donc il y a tout un développement cognitif qu'ils sont tout à fait capables de faire, mais qu'ils ne vont pas réaliser parce que finalement, donc cette abstraction, c'est douter, parce que cette abstraction, c'est remettre en cause justement donc c'est renvoyer donc à la notion de perte, et ils ont du mal, ils se mettent souvent finalement en échec scolaire. Donc souvent donc, des adolescents avec une grande fragilité narcissique, qui n'ont pas de possibilité justement donc, de doute, et pour qui les études donc, deviennent difficiles. Ce dont on parle aussi beaucoup, c'est tout ce qui est phobie scolaire, c'est-à-dire finalement donc, en fait, ces enfants qui disent que le soir, oui, demain je vais à l'école, mais dès qu'ils montent dans la voiture, donc en fait c'est des crises, etc. Et dès qu'ils arrivent donc, au collège ou au lycée, c'est des états de panique extrême, cris, agitation, fugue, etc. Donc voilà, ils passent beaucoup de temps donc, à l'infirmerie quand ils ont réussi à rentrer justement donc, dans le... Donc là, voilà, donc ça c'est quelque chose qui est très compliqué aussi, parce que finalement, donc, c'est très compliqué de retrouver quelle est la cause justement donc, de ces phobies scolaires, pourquoi finalement donc, ces enfants, ces ados. Alors ça peut exister donc tout petit, donc dès le primaire, après finalement donc, à l'entrée donc, au collège, et puis aussi finalement donc, à l'entrée donc, au lycée. Cette incapacité finalement donc, à faire face donc, au groupe, et finalement donc, souvent ils disent on se moque de moi, on me pousse, je ne trouve pas ma place, je ressemble à personne, etc. Donc ils sont souvent justement extrêmement dévalorisés, et effectivement donc venir dans le lieu d'école est finalement donc, quelque chose de complètement impossible. Alors on recherche toujours quelque chose de familial dans la phobie scolaire, dans le sens où finalement donc, des fois, moi j'ai vu quelquefois, après il n'y a jamais de généralité en psychiatrie, ça qui est bien, c'est jamais la même chose, mais en même temps donc des fois c'est ça qui est pas bien, parce que des fois on a du mal à comprendre, mais c'est vrai que des fois on trouve dans la phobie scolaire tout ce qui est dépression maternelle ou paternelle, hein, et finalement donc l'idée que finalement donc en fait si je m'en vais, est-ce que maman va se suicider, je sais pas, enfin je schématise, mais voilà, ou je me souviens finalement donc une maman qui avait une maladie très mal identifiée, et finalement donc, qui pouvait tomber des escaliers, des machins, donc qui avait un mari qui était qui était pas beaucoup là, et effectivement donc en fait cette jeune elle faisait tout pour rester à la maison, finalement donc pour rester auprès de sa mère, pour être sûre que finalement donc quand elle n'était pas là, sa mère n'allait pas avoir un accident, etc. Et finalement donc elle décrivait voilà, la maman disait mais non mais pas du tout, de toute façon j'ai une alarme chez moi, de toute façon donc, mon mari est quand même toujours à proximité, enfin il vous présentait toujours que finalement donc en fait c'était absolument pas ça, mais on ne pouvait pas s'empêcher de voir que finalement donc, cet ado était très très inquiète pour ce qui pouvait se passer, voilà. Ça c'est sûrement vrai aussi quand finalement quand il y a une pathologie justement donc, du côté des parents. Bon après il y a des fois où on retrouve pas ça du tout, hein. Bon après des fois c'est vrai que les phobies scolaires, les enfants précoces sûrement aussi des fois c'est compliqué, ils ont sauté une classe, ils sont des fois tout petits, etc. Ils ont du mal justement donc, à se retrouver donc, avec leur père et l'ARS, parce que finalement donc, voilà, ils ont un décalage au niveau de la maturité, et puis finalement donc, par contre pas au niveau intellectuel, et c'est vrai justement donc, que c'est compliqué aussi donc, d'aller à l'école, et moi je me souviens d'une petite fille, là c'était à Ferrières, elle était vraiment petite, et finalement donc c'était très compliqué de rentrer dans le collège. Alors là donc en fait elle avait toujours envie de vomir, alors en fait c'était parti de ça, il y avait un matin elle avait du mal déjeuner, venir vite en voiture, et elle avait vomi en arrivant, et là donc en fait à chaque fois qu'elle arrivait au collège elle avait envie de vomir, et puis finalement elle n'arrivait pas à mettre les pieds finalement donc, au niveau du collège. Je trouve que des phobies scolaires on en voit quand même de plus en plus, on n'a pas non plus beaucoup de choses pour voilà, nous en plus au niveau des CMP, on a que des consultations, enfin il faudrait sûrement des choses où il y a plus des prises en charge en groupe, où ils peuvent retrouver des pairs PAIRS aussi, parce que nous dans des relations individuelles ça va toujours très bien, ces jeunes qui sont toujours en plus toujours de bonne volonté, qui ont toujours envie, qui sont toujours d'accord, sauf qu'ils n'y arrivent pas quoi. Et donc c'est aussi quelque chose qui est très difficile à prendre en charge, et surtout le CNED, c'est-à-dire la scolarisation à la maison, n'est sûrement pas une bonne indication, surtout dans le cadre, parce que là ils restent chez eux, et puis pour reprendre pied, je sais pas, après c'est quand même compliqué d'aller à la fac, c'est compliqué d'aller
Ensuite, donc, on parle des troubles du comportement donc, au niveau scolaire. Alors là, les troubles du comportement scolaire, je ne sais pas si vous en avez autant dans les lycées que dans les collèges, parce que je pense qu'il y a eu pas mal, avant, ils ont été pas mal, il y a eu des évictions, il y a eu où ils ont eu des orientations, etc. Avec finalement donc, ces jeunes qui ont justement, donc, qui sont d'une instabilité majeure, avec des bavardages incessants, des provocations, voire de la violence, et ça, surtout, finalement, donc, aussi bien vis-à-vis des autres élèves que vis-à-vis donc, des professeurs. Et finalement, donc, en fait, des ados qui vont être exclus, puis finalement, donc, changer de collège, changer encore de collège, encore de collège, on essaye un internat, et on essaye justement donc, à nouveau autre chose, etc. Alors, donc, dans ces ados, donc, on trouvera donc, deux types d'ados. Des ados, finalement, donc, en fait, où ces manifestations sont plutôt, justement, donc, réactionnelles, souvent réactionnel justement donc, à un événement familial donc, qui peut être traumatique, comme un décès, comme une perte, un déménagement, enfin je sais pas, là, il a perdu tous ses copains et là donc en fait il revient agressif, des séparations justement donc des parents, l'alcoolisation, l'alcoolisme chronique justement donc des parents. Et finalement donc en fait, là finalement donc l'adolescent face à cet événement familial, externe au lycée ou au collège, selon ses capacités de résilience. Vous savez, donc la résilience, c'est nos capacités propres finalement donc, à faire face à une situation, hein, je crois que c'est le même terme de physique, c'est-à-dire des métaux, là, en fait on est tous différents, je veux dire, il y en a qui sont dans les bidonvilles, machin, etc., et qui vont devenir donc, des dealers, et puis à 18 ans qui sont morts parce qu'ils sont déjà plantés des couteaux à droite à gauche, et puis il y en a d'autres, ça fera des professeurs d'université, etc. C'est toute la capacité on a tous une résilience différente à faire face aux événements justement donc, traumatiques qui nous sont imposés justement donc, par la vie. Et il y a des adolescents finalement donc, qui ont beaucoup de mal et ils ont peu de capacité à se protéger. Et finalement, donc, comme finalement ils n'arrivent pas à se protéger, ben, finalement cette souffrance qu'ils ressentent, bien sûr, elle est agie vis-à-vis justement donc, de l'extérieur avec donc, tous ces comportements donc, et toutes ces manifestations. Alors après, finalement, donc, tout ça, si c'est pas pris en charge, si c'est pas remarqué, si c'est pas identifié, si c'est pas entendu, etc., c'est vrai que ça peut donner après donc, des troubles des conduites qui vont véritablement devenir un mode de personnalité, hein, une façon d'être. Et finalement, donc, quand on a un milieu familial, donc à peu près contenant, on peut justement donc, essayer de faire face, parce que finalement donc, ça correspond à quelque chose d'anxio-dépressif, donc avec des traitements, avec de l'aide, avec une thérapie familiale, avec quelque chose justement donc, de l'ordre du soin. Sauf que dans beaucoup de cas, ces troubles des conduites, on le retrouve quand même justement donc, en fait, chez des adolescents qui ont vécu donc, dans des milieux profondément carencés évidemment au niveau affectif, carencés justement donc, aussi au niveau éducatif. Tous ces milieux extrêmement pathogènes où finalement donc, l'enfant n'a pas pu se développer dans de bonnes conditions. Je pense donc, à des mères donc, justement donc, toxicomanes, enfin, qui boivent aussi pendant la grossesse, etc., des papas donc, psychopathes, etc., ou des enfants finalement donc, qui ont vécu dans des univers complètement donc, imprévisibles, avec une violence extrême, et finalement donc, où l'attachement, c'est-à-dire finalement donc, en fait, ce mode de représentation que l'on a du lien à l'autre était complètement imprévisible. Vous savez qu'il y a trois types d'attachements normaux, l'attachement sécure, où finalement, donc en fait, je sais, alors ça c'est, l'attachement c'est 18 mois, c'est pour ça qu'après il y avait eu tous ces trucs-là, on ne veut pas figer les enfants à 3 ans, mais c'est vrai que finalement, donc, à 18 mois, on a notre attachement qui est fait, c'est-à-dire donc en fait, dans la relation précoce que j'ai avec ma figure d'attachement principale, qui est généralement ma maman, mais aussi finalement donc, mon papa, enfin la famille proche, j'ai un attachement sécure, c'est-à-dire que finalement, donc en fait, j'ai confiance finalement, donc quand j'ai besoin de quelque chose, donc on va me l'apporter, c'est-à-dire donc en fait j'ai soif, on va m'apporter à boire, j'ai chaud, machin. Et finalement donc aussi ça nécessite de la maman finalement donc une identification du besoin donc de l'enfant, c'est-à-dire donc en fait des mères qui savent identifier le besoin, c'est-à-dire qu'elles ne vont pas toujours répondre dès qu'il pleure avec un biberon. C'est-à-dire que finalement il faut savoir quand on est une bonne mère répondre aux besoins du bébé en fonction, enfin identifier finalement donc ses besoins. Et donc
quand finalement on a la chance d'avoir une mère qui sait faire ça, et ça c'est quand même la grande majorité des mères, parce que l'attachement sécure c'est quand même 70% des gens, et bien finalement donc je sais que quand j'ai besoin de quelque chose, je vais avoir quelqu'un en face de moi qui va répondre justement donc à ce besoin. Donc finalement donc en fait je comprends pas ma question de maths, je pose au prof de maths et je sais que le prof de maths va me répondre. J'ai confiance finalement donc en la personne. Et ça c'est ma maman qui me donne ça tout petit. Et aussi finalement donc en fait c'est la notion là aussi de narcissisme, c'est-à-dire que finalement je sais que je suis important, puisque finalement donc, quand j'ai un besoin, on répond à mon besoin. Ça veut dire que je suis quelqu'un, ça veut dire que j'existe, ça veut dire qu'on me considère, enfin bon, etc. Ça c'est l'attachement sécure. Après, donc, il y a l'attachement anxieux, où quelque part, donc, c'est ces enfants-là qui sont tout petits, toujours accrochés justement donc, à maman. Maman ne peut pas quitter une pièce, etc. Parce que souvent, c'est des fois des enfants qui ne sont pas sûrs que si maman part, elle va revenir. Hein. Souvent, ils nous disent ça. Je ne sais pas si elle va revenir, je ne sais pas si elle va... Voilà, donc ça, c'est l'attachement anxieux qui reste un attachement normal, mais bien sûr, moins facile à vivre dans le quotidien que l'attachement sécure. Et puis, il y a les attachements évitants, où vous savez, c'est ces enfants qui finalement donc, sont attachés mais sont toujours un petit peu donc, comme ça à distance. Enfin, le prototype c'est un petit peu comme les Anglais ou je sais pas quoi, où finalement on fait pas de bisous, on s'approche pas des parents, machin, etc. Mais on est quand même justement donc, proches, mais toujours quand même à une certaine distance. Donc, tout ça c'est des attachements qui sont normaux et qui donc sont constitués justement donc, très tôt, qui sont des façons d'être et qu'on reproduit dans nos relations. Parce que finalement c'est toujours pareil aussi les histoires de couple, finalement donc en fait celle qui a un attachement plutôt anxieux, elle va adorer l'évitant au début parce que finalement donc il est bien, il n'est pas comme moi, il est calme, et machin, etc. Donc peut-être au bout de quelques années, ce calme va un peu l'agacer parce que, enfin bon je sais pas vraiment, je veux dire tout ça c'est quand même des relations précoces et finalement c'est vrai que ça conditionne quand même beaucoup la relation que l'on aura avec les autres dans notre quotidien. Nos parents nous suivent toute notre vie, enfin ce qu'ils nous ont apporté justement donc, dans la toute petite enfance. Mais donc ça c'est... Mais qu'est-ce que c'est qu'un attachement, justement, comme on peut imaginer, donc d'une mère toxicomane, d'un père alcoolique et violent, donc quand ces enfants qui assistent à des scènes où finalement donc, on se fait, donc, la mère se fait valdinguer dans toute la cuisine parce que le sel n'est pas à sa place ou je ne sais pas quoi, je veux dire c'est cette réalité-là, donc des enfants qui sont tout petits et qui baignent justement donc, là-dedans, eux, cet attachement c'est la norme, c'est comme ça justement donc, en fait qu'on est avec l'autre et c'est comme ça finalement donc, voilà. Donc c'est imprévisible. Alors, c'est aussi le principe, ça c'est la même chose aussi, que finalement, donc, quelque part, quand justement il y a ces attachements imprévisibles, c'est l'histoire des enfants battus qui provoquent la claque, hein, parce que finalement, au moins je sais qu'elle va tomber là parce que j'ai provoqué ça, et pas je suis là en attendant que la claque elle tombe. Je sais pas pourquoi je dis ça, mais je veux dire, il y a vraiment des attachements qui sont complètement pathologiques et qu'on voit véritablement, moi je suis beaucoup d'ados qui sont donc dans des institutions, etc. Et on voit qu'il y a vraiment eu des relations précoces. Et effectivement, au lycée peut-être moins, mais c'est vrai qu'au collège, ils changent tout le temps et c'est vraiment donc, extrêmement compliqué justement d'attraper donc, ces adolescents. Et finalement, donc, justement, donc, en fait, ces adolescents, c'est vrai que moi je trouve qu'on dirait des tout petits, c'est comme s'ils ont encore 3 ans. Et c'est vrai que finalement, donc, ils ont cette attitude comme ça, justement, donc, en fait, de toute puissance, parce que finalement, donc, en fait, justement, donc, on n'aura jamais reconnu un statut d'enfant, on n'aura jamais, justement, donc, posé de limites, et finalement, donc, en fait, ils n'ont jamais été amenés à reconnaître la supériorité donc, de l'adulte, qui est un adulte, finalement, donc, qui est au-dessus de lui, qui le guide, et il n'a pas de possibilité donc, d'identification, sauf dans la violence et dans le passage à l'acte. Ils sont dans des attitudes toujours complètement mégalomaniaques, ils savent tout, etc. Donc finalement, il y en a une là, finalement, donc elle vient parce que finalement, donc, bien sûr, elle essaye de faire des stages, puis elle n'y arrive pas. Et finalement, donc, elle me demande un médicament pour la calmer, etc. Donc bon, alors on prescrit toujours un petit. Et c'est elle qui me dit, je lui dis, mais c'est moi le médecin. C'est moi qui sais si finalement, machin. Elle me dit, non, je me dégoûte, non, je n'ai pas le médicament, machin, etc. Elle est dans une attitude elle me dit tout ce que je dois faire. Elle me parle des effets secondaires, alors que finalement, donc, elle confond, parce que c'est sûrement un copain qui lui a dit que ceci faisait ça, machin, mais elle sait tout. Elle est dans une position complètement mégalomaniaque, et finalement, donc, moi, en tant que... Elle ne me reconnaît pas une place d'adulte, parce que finalement donc, les parents ont été exactement pareils, finalement, enfin, ils se sont identifiés avec des parents donc, qui sont exactement, donc, qui ne leur ont jamais accordé un statut d'enfant. Alors pour eux, c'est sûr que apprendre, c'est compliqué, parce que apprendre, c'est reconnaître qu'on ne sait pas,
Donc ça veut dire, parce qu'ils savent tout, c'est compliqué, et que finalement on doit reconnaître qu'on est inférieur. Donc c'est aussi dépendre des adultes, parce que finalement, donc effectivement, c'est le prof qui nous apprend, et puis finalement, donc ça demande justement de différer le désir, apprendre quelque chose, on n'a pas tout de suite finalement donc le bénéfice immédiat. Donc dans l'immédiateté justement donc, de ces ados, finalement, donc effectivement, le cadre scolaire donc, est très attaqué. Et moi, je trouve qu'effectivement, c'est très compliqué de pouvoir, de savoir où trouver une place pour ces ados qui sont donc, en grande difficulté. Après, il y en aura qui s'en sortiront, mais c'est un tel hasard, un tel enchevêtrement de choses possibles, pas possibles, etc., de rencontres. Et puis aussi la capacité aussi quand même de résilience, justement, donc, des ados, qui rend les choses très... difficiles dans leur évolution, puis dans le quotidien, quoi. Donc voilà, après il y avait encore quelques petites choses sur la consommation de produits, parce que finalement donc, on en avait parlé donc, une fois, mais je ne sais pas si c'est la consommation de produits, c'est sûr, comme on disait précédemment, donc, la notion justement donc, de dépendance, elle sera justement donc, surtout importante quand justement donc, on a une importante angoisse de perte vis-à-vis justement donc, de ses parents. Donc la moitié de ceux qui consomment du hashish arrêtent finalement donc, dans les 2 ans chez les adolescents. Mais c'est pas parce que, et comme on disait tout à l'heure, c'est pas parce qu'on va fumer quelque temps qu'on devient systématiquement justement donc, intoxicomane. Moi je sais que quand je leur demande et qu'ils m'avouent justement une consommation, je demande toujours c'était pour t'amuser, enfin je sais pas, etc. Ou c'est parce que t'es dans ta chambre finalement, donc tu sais pas ce que tu vas devenir et tu flippes tellement que finalement tu prends un joint pour te détendre, hein, puisque c'est ça, voilà. Et ça finalement donc c'est pas forcément le même. La même inquiétude, on ne va pas s'intéresser de la même façon finalement donc, à cette consommation. En tout cas, c'est sûr que finalement, donc, initialement, la consommation de drogue, ça fait du bien, c'est euphorisant, c'est stimulant, hein, c'est planant, mais et c'est finalement donc, au bout d'un certain nombre d'années de consommation et de consommation régulière qu'effectivement les choses deviennent plus embêtantes avec donc, tous ces problèmes justement donc, de dépendance. Mais initialement, c'est vrai que c'est relativement donc, séduisant. Donc faire une expérience, s'approprier un vécu, voilà, donc être avec ses amis et voilà. Donc problème de comportement, alors voilà, ces consommations régulières de produits posent question quand finalement c'est associé à des troubles de comportement, à des plaintes somatiques, à des troubles de l'humeur. Voilà, donc voilà, c'est tout ce que c'est ce que j'avais préparé sur l'adolescence. Mais après, bon, moi, je me rends compte que finalement, je n'ai pas beaucoup parlé de la dépression, alors que je pense que la dépression des adolescents aussi, c'est quelque chose qui est très, 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 très fréquent. On dit que la dépressivité sur l'adolescent, donc en fait, c'est 40 à 50% justement donc, des adolescents, alors que la dépression vraie, ce serait quand même justement donc, 5 à 10% des adolescents, donc c'est quand même énorme. Et c'est toute la difficulté aussi en consultation de faire la différence entre une dépressivité, la dépressivité normale, parce que finalement, donc, en fait, comme on vient de dire, donc l'adolescence c'est faire le deuil, hein, le deuil de son enfance, le deuil de ses parents, le deuil la dépression même quand ça attaque narcissiquement. C'est que la dépression vraie, c'est toujours donc par rapport à l'anxiété, c'est la dévalorisation, je ne vaux rien, je suis nul, je n'arriverai à rien. La vision pessimiste de soi et du monde, il y en a une là en ce moment, elle me dit je ne me vois pas l'année prochaine, elle peut pas se penser, elle peut pas se voir l'année prochaine, elle est là, elle est au bord du gouffre là, du mur, et finalement elle ne se voit pas, elle ne voit pas les jours à venir. Donc il va falloir que je réponde parce que il y a la dévalorisation où j'étais, où est c'est l'addiction portable. Donc la dévalorisation, la culpabilité, je suis coupable, hein, à cause de moi, mes parents finalement nous ont mal, à cause de moi, mon frère, etc. Et finalement donc la notion justement de dévalorisation, de culpabilité.
Et les idées suicidaires, les ruminations suicidaires sont quand même justement donc aussi des motifs de consultation très fréquents. Alors après, donc en fait, ils vous disent toujours, le suicide c'est toujours pareil finalement, donc en fait, pareil, la mort, donc en fait, c'est à peu près 7 ans. On sait que finalement, on meurt un jour. Bon, après, finalement, donc moi, combien d'ados j'ai vu en pédiatrie, je crois que c'était éteint. En pédiatrie qui disent je voulais me suicider pour voir qui viendra à mon enterrement. Hein. Je veux dire, en fait, donc on voit bien qu'ils ne savent pas ce que c'est que la mort, parce que finalement, ils vont voir qui est là. Mais finalement, donc n'empêche que c'est de dire est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'intéresse à moi et est-ce qu'il y aura des personnes qui vont justement donc venir. Et donc, moi je me dis, les ados là qui se tuent là, à 12 ans, je ne sais pas si vraiment ils savent vraiment ce que c'est, ce qui se passe. Non, parce qu'effectivement, ce qui fait peur, c'est le passage à l'acte, c'est le raptus suicidaire, où finalement, donc, en fait, tout d'un coup, à un moment donné, il y a ce passage à l'acte, et hop, on met la corde autour de la branche, et on se pend. Je ne sais pas, et ça fait toujours peur, et comment maîtriser justement donc ça. Sûrement en expliquant aussi à quel point, parce que je me dis, ils ne savent pas ce que c'est, ils ne se rendent pas compte parce que des fois c'est des histoires qui sont enfin, c'est des histoires, par exemple, donc effectivement, donc, c'est des déceptions amoureuses, par exemple, à 12 ans, et finalement, donc, par exemple, donc, se suicider pour ça, bon, bah, après c'est vrai que souvent on retrouve une histoire peut-être avec des séparations des parents, effectivement extrêmement douloureuses, où il peut y avoir eu des tentatives de suicide justement donc chez les parents aussi. Mais finalement, donc en fait, quelque part, on peut peut-être penser que c'est une façon de penser, de sortir de la crise, puisque finalement, donc, il y a eu des événements comme ça. Mais en tout cas, finalement, donc effectivement, faire la différence entre la dépression et la dépressivité, c'est très compliqué. Et puis donc maintenant, dans la dépression, quand on a vraiment identifié, alors nous au CMP, on n'a que de la consulte, on n'a pas du tout d'hôpital de jour, voilà. Donc on n'a que des psychologues, moi, et c'est tout. On n'a pas de groupe ado, on n'a rien de tout ça, ce qui serait vraiment intéressant de raconter, mais tout ça c'est des questions de budget, d'intérêt, de machin, etc. Mais je veux dire, les antidépresseurs, maintenant, on ne veut plus. Alors après, donc, on va donner des antidépresseurs aussi, et c'est peut-être pas non plus la solution, mais des fois on en a envie, mais on n'a plus le droit d'en donner parce que finalement on a un risque de passage à l'acte suicidaire supérieur sous médicament que sans médicament. C'est-à-dire que finalement, quand il commence à prendre le médicament, il y a une levée de l'inhibition motrice là, qui caractérise la dépression, et au cours d'un moment de flip, il peut avoir un passage suicidaire, de se jeter par la fenêtre, de ceci, de cela, un espèce de raptus là qui est plus fréquent. Donc on ne peut pas les donner sans hospitalisation. Donc comme on n'a pas de lieu d'hospitalisation, on en donne très peu, donc on essaye. Voilà, c'est pour ça qu'aussi c'est très important pour nous de pouvoir travailler avec les lycées, avec les collèges, les infirmières, etc., les assistantes sociales, de façon justement à non mais je vais répondre après parce que je suis sûre que ça m'inquiète. Voilà, je me dis c'est bizarre. Voilà. Donc la dépression c'est un phénomène qui est normal. Moi je me dis on va pas coller de terrain, c'est normal et il faut faire ce travail de deuil. Il faut avancer et il faut faire le deuil de cette enfance, etc. Hein. Le deuil de je suis un enfant merveilleux, mes parents m'adorent, etc. J'ai une belle vie parce que finalement tout va bien, etc. Et tout d'un coup là je suis tout seul, je ne peux pas leur demander de continuer parce que c'est moi qui dois faire. Et qu'est-ce que je vais être capable de construire? Est-ce que je vais être capable d'être aussi bien qu'avec eux? Est-ce que je vais être capable de me faire aussi bien que eux ils me veulent? Enfin bon, il y a des tas de questions. C'est sûr que donc ce travail de dépression de l'adolescence est important il est 8 et pour les parents, je me dis, c'est ça, quand adresser chez le psy, quand, voilà, c'est pour ça que des fois, c'est bien qu'il y ait des tiers, parce que finalement, je pense que les ados, ils sollicitent quand même le collège, le lycée, etc. Et finalement, c'est souvent, nous, c'est souvent les parents, ils disent, nous, on avait remarqué quelque chose, mais l'infirmière nous a dit que, etc. Ou un professeur nous a dit que, voilà, donc finalement, ça permet justement d'adresser et peut-être d'aller voir quelqu'un d'autre. Après, donc les adolescents, quand ils sont là, c'est compliqué aussi pour eux parce qu'ils vont au CMP, ils sont fous. Hein. Donc voilà, alors il faut déjà expliquer que non, t'es pas forcément, voilà, et
c'est compliqué aussi de venir voir donc le psy parce que je suis tarée. Et Connotation négative. Comment ? Ça a toujours une connotation. Ça a toujours une connotation négative. Voilà. Pardon ? Oui, oui, bien sûr. Moi, je me demande une adolescence qui a 14 ans, qui commence à vouloir justement avoir des addictions. Enfin, je ne dis pas qu'elle est addict, mais elle commence à boire du bière, à boire de l'alcool, des choses comme ça, qui est plus jeune. Quel comportement dois-je avoir finalement Quel comportement dois-je avoir? Est-ce que je dois la rester? C'est non. Enfin, c'est non. Je Voilà, de toute façon, il faut toujours négocier. Voilà, si vous êtes dans le nom complet, de toute façon, ça sera. Voilà. Après, il faut toujours négocier. Après, justement, moi, je me dis, dans des cas comme ça, quand on est parent, je veux dire, on ne peut pas avoir un rôle neutre, quoi. Donc, effectivement, donc peut-être parler avec quelqu'un et puis après, justement, on se rend compte, justement, donc effectivement, comme je disais, du pourquoi de ça. Parce que finalement, donc, après, l'attitude sera quand même différente. Et pourquoi Si par exemple l'adolescent ne le sait pas lui-même. Si l'adolescent ne le sait pas lui-même. Oui, c'est ça. Ouais, en fait. Voilà. Donc, mais enfin. Où est-ce que je peux donner une réponse ou donner un élément qui fasse que. Oui, c'est ça. Elle le fera certainement un jour, mais pas avec cette idée de justement de dépendance. Mais oui, de toute façon, au début, c'est toujours ce qu'ils disent, que finalement, ils ne sont pas dépendants, j'arrête quand je veux. Après. Donc, ils se sentent justement, comme vous disiez, plus ouais. Voilà, en disant. Moi, je pense que quand même, il faut poser des interdits. Et pas des interdits. Après, c'est vraiment. C'est pour ça qu'il n'y a jamais de réponse qui est. Faut vraiment connaître les gens parce qu'il y a jamais. Voilà, moi je me dis qu'effectivement les interdits, il faut quand même qu'ils soient posés. Après, effectivement, l'important c'est quand même de pouvoir garder un dialogue et qu'effectivement, voilà, ça ne soit pas tout fait à l'extérieur et comme ça vraiment on n'a plus rien à dire. Mais voilà, de toute façon, j'imagine que vous lui dites que vous n'êtes pas du tout d'accord avec ça et puis voilà. Et c'est sûr que ça. Il n'y a pas de réponse finalement donc toujours générale. Il faut toujours poser les interdits. Nous, en tant que parents, on peut faire non, ça se fait pas, il ne veut pas que tu fasses ça. Bon, après, effectivement, c'est la négociation. L'important, je pense que c'est déjà donc de voir les choses, de se rendre compte des choses. Je me souviens donc d'ados qui me disent qu'elles fument dans la chambre, enfin avec les copains et les copines, et il y en a une qui me dit mais mon père il sent rien, c'est comme bizarre, hein, voilà, etc. Donc voilà, ça c'est ça là bon, ça c'est déjà voir, etc. Mais c'est vrai que chaque cas est quand même particulier, oui, c'est ça. Mais je pense que nous, en tant que parents, on doit toujours poser des interdits. Ça, c'était compliqué aussi, parce que finalement, donc là maintenant, donc nous, on a des enfants de parents qui fument, lâchent, etc. Moi, je me souviens très bien donc d'un couple séparé où finalement, donc la maman, elle était donc très carrée et peut-être même trop. Et le papa, c'était hyper cool, machin, etc. Il donne la bouteille de whisky à sa fille quand elle part en boîte à 15 ans, etc. Et effectivement, il y a des joints chez le papa, voilà, donc comment faire justement donc, dans cette attitude en plus, finalement, donc, elle est entre les deux, entre finalement une mère, un père, etc. Et c'est vrai qu'on a maintenant des ados de parents qui trouvent ça normal et qui vous disent mais moi oui je fume, bon il y en a d'autres qui prennent de l'alcool, etc. et je contrôle ma consommation, enfin bon, etc. Qu'est-ce que vous voulez répondre à ça? Je veux dire, on ne peut pas juger, voilà, après effectivement l'adolescent c'est toujours c'est facile de prendre une substance. Enfin, pour l'alcool, c'est exactement la même chose. Des gens qui boivent de façon très régulière, etc., c'est sûr que les enfants, ils auront tendance à trouver le verre de vin tout à fait banal. Enfin, ça, c'est évident. Tout à l'heure, vous disiez qu'ils étaient dans les extrêmes. Oui. Et je vais vous poser la question suivante. Est-ce qu'en testant la mort, ils ne veulent pas justement apprécier la vie? Oui, c'est comme je disais tout à l'heure, ceux qui vont jusqu'au bout, quelque part, comme si finalement ils avaient des fois un filtrage au niveau de la vie, peu d'émotions, et effectivement ils vont chercher le truc extrême. Effectivement, en cherchant la vie, ouais.
Mais ça, je me demande si en dessous, il n'y a pas des fois des troubles de personnalité de l'enfant, des troubles de personnalité, parce qu'aussi à l'adolescence, il y a quand même toutes les pathologies psychiatriques qui émergent, enfin pas de la schizophrénie, etc., mais il y a des personnalités schizoïdes, des personnalités, justement, donc en fait, des jeunes ou des adultes, après bien sûr, qui ont du mal à ressentir les choses au niveau affectif. Alors c'est sûr que des fois, ça doit un peu sûrement correspondre à chercher la vie, oui, tous ces extrêmes. N'hésitez pas à poser toutes vos questions. Il y a des jeunes, il y a des adolescents, donc dans l'hémicycle. Sinon, vous n'avez pas de questions? Est-ce que l'anorexie mentale existe aussi chez les garçons? Oui. Et les réactions, elle existe, c'est 1% par rapport au nombre de filles. Mais par contre, donc, autant l'anorexie mentale, on ne trouve pas de structure psychopathologique particulière justement donc, chez la jeune fille. Elle est normale, mais elle est grosse, alors qu'elle fait 32 kilos, mais elle est normale. Enfin, je veux dire, elle n'est pas ni hystérique, ni sensitive, voilà, elle est normale. Alors que souvent, l'anorexie mentale chez les garçons, on s'inquiète toujours justement donc d'un trouble psychiatrique plus oui, voilà, c'est ça, voilà. Voilà, c'est vrai, c'est certains milieux, mais ça existe aussi chez le garçon. Donc voilà, elle est souvent d'origine plus psychiatrique, plus identifiée que chez la jeune fille, où effectivement elles sont parfaites, elles n'ont rien, elles sont à l'aise, elles sont machin, et elles mangent pas. Voilà. Oui. Alors voilà, mes parents considèrent que je suis addict à l'ordinateur, même si c'est pas mon avis. Et en fait, j'aimerais savoir à quel moment on peut penser qu'on est addict à une chose, pas à quelque chose. Disons, l'addiction, c'est toujours pareil, quoi. C'est le principe, comme toutes les addictions, où finalement, en fait, c'est sûrement la seule forme de plaisir, tu ne penses qu'à ça. Finalement, donc en fait, tu seras bien que quand tu seras devant ton ordinateur, et finalement, donc il n'y a que là que tu te plais. Moi, je vois des jeunes que je trouve addicts, voilà, parce que finalement, donc, ils n'ont plus de relations sociales. Ils sont là dans leur chambre, ils sont souvent justement donc, extrêmement terrorisés par l'environnement donc, extérieur, et finalement, donc en fait, c'est comme le principe de l'addiction, quoi. Je pense à ça et je suis dépendant de ça. Alors après, normalement, nous les psychiatres, on dit après 22h30, plus d'écran. Voilà, pas de téléphone, plus d'écran. 22h30. Moi j'en ai vu. Est-ce que l'adolescence peut être un moment heureux? Oui, voilà. Alors voilà. Oui. Je crois qu'il y a beaucoup plus d'adolescence qui se passe bien que enfin je ne sais plus exactement, mais finalement donc, les adolescences qui se passent mal, c'est la proportion et voilà. C'est sûr que c'est un moment. Voilà, tout à fait. Pas évident. Non, voilà, il y a toujours, voilà, mais en fait, en même temps, comme la vie, quoi, je veux dire, tous les jours, on n'est pas tous les jours, voilà. J'aurais une petite question. Est-ce qu'on a des statistiques régionales? Est-ce qu'il n'y a pas une disparité régionale sur le pourcentage d'adolescents heureux et d'adolescents heureux? En clair, est-ce qu'il n'y a pas des régions où on a plus de chances sur des jeunes finalement d'avoir un glissement vers l'âge adulte qui se passera assez bien sans trop d'incidents, et d'autres régions où par contre c'est plus dur parce que il y a différents facteurs qui peuvent être aussi prosaïques que la taille du logement, que l'offre culturelle, que l'offre sportive. Le soleil. Alors, c'est vrai. Et ça c'est sûr. Hein. De toute façon, même au niveau des suicides, je veux dire, il y a plus de suicides dans les pays du Nord que dans les pays du Sud. Enfin, je veux dire, mais c'est sûr qu'il y a forcément des conditions très pratiques et qui vont faire qu'effectivement les gens vont se sentir moins bien. Par exemple, le record donc, de suicide, c'est les jeunes, c'est le Japon, à cause justement donc, de la pression scolaire. Parce que finalement, je crois qu'au Japon, on est à l'école jusqu'à 23h tous les jours, voilà, effectivement, donc la pression scolaire. Donc c'est sûr qu'il y a des conditions de vie qui vont justifier qu'il y aura plus de suicides, enfin de dépression dans une région que dans une autre, ça c'est sûr. Et les enfants précoces par rapport justement à l'adolescence, est-ce qu'ils vont être précoces aussi dans l'adolescence? Les enfants précoces. Ah oui. Est-ce qu'ils vont être aussi plus précoces dans
les différentes phases de l'adolescence? Pas forcément. Moi, j'ai pas remarqué dans ceux que je peux suivre de différence dans la... Non, pas forcément. Je trouve que ces enfants-là, souvent, ils sont décalés. C'est toujours pareil. Enfin, ils sont décalés dans le sens où ils vont avoir, donc, en fait, peut-être une analyse, justement, donc l'investissement aussi pour l'école, enfin bon, etc. Ils sont, mais par rapport enfin, c'est des fois plus compliqué justement dans l'histoire de la séparation avec des parents, parce que finalement ils sont quand même des fois un petit peu en marge, donc effectivement c'est difficile peut-être de rompre aussi avec les parents, parce que ils sont très, comme il y a beaucoup d'anxiété, effectivement ils se rapprochent beaucoup de leurs parents aussi. Enfin, moi, ceux que j'ai connus, c'était pas au niveau de l'adolescence, c'était peut-être plus au niveau de vivre et de vivre ensemble, de trouver sa place, enfin, etc. C'était ça qui était compliqué pour eux. Mais les manifestations d'opposition, tout ça, pas spécialement. Bon, eh bien, je crois que ce fut un sujet ô combien passionnant. Nous vous remercions.